Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur i24 News pour votre rendez-vous avec les résultats de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, nous allons revenir sur cette 5e journée de la compétition avec la victoire au forceps de la Belgique. Et puis bien sûr, les doutes qui persistent autour de cette équipe du Brésil qui a fait un match nul hier soir. Alors comme tous les jours, j'ai le plaisir d'être accompagné par vous, Emmanuel Petit, bonjour. Bonjour. Et vous, Sidney Govou, bonjour. Bonjour. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir Francis Graille. Francis, bonjour, merci de me faire l'amitié de venir aujourd'hui. Vous êtes l'ancien président de Lille. Oui. Et puis du Paris Saint-Germain, vous êtes un passionné de football, merci d'être là. Et puis un autre Francis aujourd'hui, Francis Maroto, bonjour. Bonjour Valérie. Vous êtes rédacteur en chef sur France Télévisions, vous adorez l'équipe d'Espagne et vous aurez l'occasion d'en parler, puisque match décisif de l'Espagne face au Chili. Allez, on commence tout de suite par le deuxième match du Brésil. Donc la Seleção qui a concédé un match nul face au Mexique, 0 partout. C'était le match de confirmation pour les Brésiliens. Et puis finalement, les doutes subsistent, Francis Graille, autour de cette équipe. Oui, écoutez, quand Neymar ne marque pas, on ne voit pas un grand monde pour marquer derrière. Et on a un joueur que connaît bien Sidney, c'est Fred, qui est transparent. Alors, une défense friable aussi, parce que je n'ai pas retrouvé la défense qu'on avait vue l'année dernière pendant la Coupe des Confédérations. Non, je pense que ça va être difficile. Ils ont une telle pression sur les épaules. Il va falloir qu'à un moment, il y ait un match qui les libère. Sinon, ça va être difficile, même pour le troisième match. En tout cas, il y a eu un héros dans ce match, Emmanuel Petit, c'est Ochoa. Oui, il était en état de grâce, donc je pense qu'il fallait vraiment un portier de haute volée hier pour annihiler les velléités brésiliennes. Ils ont eu 4 énormes occasions, notamment des duels quasiment à bout portant. Donc c'est surtout cette première occasion qui va chercher du bout des doigts, du bout des gants, qui a été exceptionnelle, mais ça l'a mis en confiance et ça a été vraiment un rempart infranchissable pendant tout le match. Ouais. En tout cas, un homme en face, c'était Neymar qui n'était pas du tout à la hauteur de la situation. Que s'est-il passé à votre avis, Sidney Govou? J'ai envie de dire Neymar, si, c'est peut-être le seul qui a apporté un petit danger offensif. Mais c'est vrai qu'autour, c'était assez pauvre. Il n'y avait pas d'animation offensive. Défensivement, sur les côtés, à chaque crochet intérieur, les défenseurs étaient passés. Donc forcément, on est déçus. Mais je ne suis pas optimiste, mais j'espère qu'ils vont se réveiller, qu'il y aura justement un match déclic qui va leur permettre de faire une grande compétition. Francis Maroto, votre analyse sur ce match? Moi, je vais être peut-être un peu plus virulent encore. Je pense que depuis 74, 78 et 90, je n'ai pas connu une équipe du Brésil aussi faible. À part Neymar, comme dit Sidney, comme disaient Francis et Emmanuel. Hormis Neymar, j'ai trouvé cette équipe faible vraiment. Dans l'idée, dans le jeu, Neymar a été le seul. Même un garçon comme Marcelo, qui est un virevoltant, je l'ai trouvé en deçà. Et puis les joueurs, en règle générale, pour qu'il y ait une faute, comme a fait... ils sont vraiment pas bien. Vraiment pas bien. C'est surtout l'arbitre qui n'était pas bien, parce que ça mérite 100 fois l'expulsion. Absolument. Mais alors justement, Emmanuel Petit, vous qui êtes habitué à ce genre de compétition, qu'est-ce qu'on se dit quand on est joueur à ce stade? Est-ce que finalement le plus important, c'est pas le score, c'est de se qualifier, puis on donne tout à partir des huitièmes de finale? Non, je crois qu'il faut remettre les choses dans le contexte. Le Brésil, vous l'avez expliqué, vit avec une énorme pression sur les épaules. Donc pour le premier match, c'était compliqué de faire porter un jugement vraiment contre la Croatie, qui était quand même un très bel opposant. De la même manière, le Mexique, sur ces 12 dernières confrontations, c'est quasiment l'équité parfaite entre les deux équipes. Donc ils n'ont pas un groupe facile. Le match le plus facile sera contre le Cameroun. Mais c'est vrai que ce n'était pas une partie de plaisir. Donc c'est pour ça, malgré tout, même si on n'a pas une équipe brésilienne séduisante, elle ne perd pas. Bon. Elle est toujours là. En tout cas, vous venez de le dire, la Croatie, qui est un adversaire très très solide, qui va jouer contre le Cameroun. Donc ils ont rendez-vous. Deux équipes qui se sont inclinées pourtant lors de leur première sortie. Francis Graille, est-ce que là, on peut s'attendre à un match très ouvert? Très ouvert, oui, je pense, parce que les deux équipes sont obligées de gagner. C'est la condition sine qua non pour passer au-dessus. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'équipe de Croatie contre le Brésil. Ça n'aurait pas été immérité le match nul. Oui. Pjanic, là aussi, Sidney a dû côtoyer, a été excellent. Ils ont des joueurs devant, Dzeko et d'autres fantastiques. Moi, je trouve que c'est une très très belle équipe. Ça peut être une surprise. C'est Modric que vous voulez dire peut-être, Rakitic. C'est ça, oui, c'est ça. Oui. Et le Cameroun, c'est toujours un peu imprévisible.
Alors, suivant qu'il y aura Eto'o ou pas Eto'o, je pense que même s'il n'y a pas Eto'o, il y a les capacités de marquer devant. Non, mais je pense que ça peut être un match très ouvert. Et comme il y a quand même beaucoup de buts dans cette coupe, il y a beaucoup de buts, ça peut être un score fleuve, un 3-2, un 4-2. Bon, voilà vos pronostics. Allez, dans ce groupe A, le Brésil qui reste donc en tête. Regardez le classement avec 4 points. 4 points aussi pour le Mexique. Deuxième, à la différence de but, la Croatie et le Cameroun n'ont pas le choix. S'ils veulent rester dans la course, il va falloir absolument faire un résultat. Et puis pour la dernière journée du groupe A, le Brésil affronte le Cameroun, alors que les Croates et les Mexicains se rencontrent à Recife. Allez, on parle tout de suite de la Belgique. Autre rencontre donc de la soirée, Belgique-Algérie avec une victoire belge à la clé, le score 2-1, mais les Diables Rouges se sont fait peur. Les Algériens ont longtemps mené au score, il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir les coéquipiers d'Eden Hazard se sortir de cette situation difficile et prendre l'avantage. Sydney, la Belgique qui doit sa victoire au coaching gagnant, ou bien l'entrée finalement de Fellaini et de Mertens. Exactement, ils ont connu une première mi-temps très très difficile face à un bloc algérien très regroupé qui était tactiquement très au point. C'était pas forcément très très beau à voir, mais en tout cas c'était efficace. Et à partir du deuxième mi-temps, quand le coach a fait rentrer les joueurs qu'il fallait, je pense, à ce moment-là, ils ont beaucoup plus d'occasions, ils ont réussi à ouvrir le score et je pense que c'est logique qu'ils gagnent ce match. Même si je suis un peu désolé pour mes amis algériens, j'aurais aimé qu'ils fassent mieux. Et pour Vaïd. Alors Eden Hazard qui n'a pas marqué, Francis Maroto, pourtant il était attendu au tournant. Vous pensez que c'est difficile pour la confiance pour un buteur comme lui de ne pas marquer d'entrée de jeu comme ça? C'est difficile sûrement, mais je pense que d'abord le banc a fait la différence, c'est ce que disait Wilmots, leur entraîneur. Et ensuite, les deux joueurs qui sont là vont pouvoir vous le confirmer. On peut tenir comme avec un bloc, on peut tenir face à une meilleure équipe, parce que c'est vrai que les Belges sont bons. Mais il arrive un moment où tenir, reculer, à force de reculer, et à un moment c'est très difficile. On le voit, les grandes équipes ne marquent pas obligatoirement au début, mais à force de mettre la pression, ils finissent par faire la différence. Alors Emmanuel Petit, on connaît la fierté des Algériens, ils ont des ressources quand même, vous pensez qu'il va falloir quand même se méfier d'eux pendant cette compétition? Elle a fait des progrès quand même cette sélection. Je trouve qu'elle est plus cohérente, il y a plus de cohésion justement dans cette équipe. Je rajouterais quand même sur ce qu'on vient d'entendre, c'est moi je pense que physiquement ils ont sombré dans les 20 dernières minutes et l'entrée de Fellaini, qui est quand même un joueur extrêmement physique, mais pas que, a été le lien qui manquait entre le milieu et l'attaque dans la projection justement. Et c'était pour moi, j'aime beaucoup Marc Wilmots, mais je pense que ça a été une erreur de sa part de ne pas mettre titulaire Fellaini dans ce match, qui pour moi est un joueur hors norme, qui est hors classe, qui n'y a pas vraiment, on ne sait pas s'il est milieu, on ne sait pas s'il joue sur le côté, on ne sait pas s'il joue devant. Le fait, il fait un peu tout. Et physiquement, sur les deux buts, c'est quoi? C'est un duel aérien, donc il prend l'ascendance sur son adversaire direct, il marque le but. Deuxième, c'est quoi? C'est une contre-attaque à 2000 à l'heure des Belges. Les Algériens n'ont pas les ressources physiques pour revenir et contrer cette dualité, donc physiquement, ils ont sombré sur les 20 dernières minutes. Alors on va revenir à présent sur l'autre match du groupe H, la Russie contre la Corée du Sud. Le score 1-1, Sydney, c'est une déception quand même pour les Russes, parce qu'a priori, ils partaient favoris. Vous voyez, on était un peu dans l'inconnu. La Corée du Sud, on ne connaît pas forcément très très bien. Après, c'était pas un très très beau match, mais oui, ils ont sauvé l'essentiel, parce qu'en étant menés, ça devenait compliqué. Le fait de revenir au score, ça permet de pouvoir encore espérer se qualifier. Alors dans le groupe H, donc la Belgique occupe seule la tête de la poule avec 3 points. Regardez le classement à 2 longueurs de la Russie et de la Corée du Sud. Deuxième à égalité de points après leur match nul. Et puis l'Algérie, dernière du classement avec 0 points. Allez, tout de suite, on va prendre des nouvelles de l'équipe d'Espagne. Et évidemment, à ne rater sous aucun prétexte, ce soir, le duel 100% latin après sa terrible défaite 5-1 face aux Pays-Bas. L'Espagne affronte le Chili. Décryptage de ce match à enjeu, car les Chiliens ont les cartes en main pour sortir l'Espagne dès ce soir. Regardez le reportage de Lise Barenbaum, on en parle tout de suite après. Après l'humiliant 5-1 infligé par les Pays-Bas à l'équipe d'Espagne, tout le monde a les yeux rivés sur le Chili. Outsider du redoutable groupe B, les Chiliens vont affronter la Roja pour une place au second tour. Avec une victoire 3-1 contre l'Australie, les supporters chiliens sont plutôt confiants. Les Chiliens ont été extraordinaires. Le Chili va être champion. On va gagner contre l'Espagne, on va gagner contre les Pays-Bas. Du côté espagnol, on se prépare fébrilement.
À propos des changements, bien sûr, il y en aura quelques-uns pour le match contre le Chili, mais ce n'est pas le moment d'en parler. On ne veut pas se précipiter et prendre une mauvaise décision. C'est la deuxième qualification de suite en Coupe du Monde pour l'équipe de Jorge Sampaoli. Menée par ses stars Arturo Vidal et Alexis Sanchez, le Chili possède des attaquants de grande classe. Malgré une défense moins performante, le jeu très rapide des Chiliens peut lui laisser espérer une qualification en 8e. En tout cas, tout le pays est derrière sa sélection, et ce, jusqu'au sommet de l'État. C'est un grand défi. Nous savons que vous êtes dans un groupe difficile, mais vous avez assez de talent pour y arriver. C'est maintenant qu'il faut le montrer sur le terrain. Votre pays d'origine n'a aucune importance si vous avez le talent et la volonté de réussir. La Marea Roja espère faire aussi bien qu'en 2010 et arriver en 8e de finale. 14e nation du classement FIFA, elle a la ferme intention de faire trembler le colosse au pied d'argile espagnol. Alors Espagne-Chili, ce sont deux équipes qui se connaissent bien. Rappelez-vous, elles s'étaient affrontées au même stade de la compétition en 2010. Les Espagnols s'étaient imposés de buts 1 et ce n'est pas la seule rencontre. En 2013, 2011 et 2008, les deux sélections se sont affrontées pour un bilan de 2 victoires pour l'Espagne et un match nul. Et puis enfin, la première rencontre en Coupe du Monde remonte à 1950. Et oui, c'était également au Brésil et l'équipe d'Espagne s'était imposée 2-0. Alors Francis Grail, vous pensez que le Chili va pouvoir créer l'exploit ? Pourquoi pas? Parce que le Chili, ils ont un avantage, ils jouent en Amérique du Sud. C'est déjà énorme. Ils sont chez eux, donc il n'y a pas de problème de décalage, même si maintenant tout ça s'est un petit peu amélioré avec le temps. Mais je pense que c'est un vrai avantage, les conditions de jeu. Et puis leur public, ils étaient suivis par de nombreux Chiliens. Maintenant, les Espagnols, je pense qu'il y aura forcément une réaction d'orgueil. Ils ne peuvent pas rester sur cette gifle qu'ils ont pris contre justement, Emmanuel Petit, comment on gère la pression comme ça quand on a... Sur le deuxième match? Oui. On se rappelle, avec l'équipe de France, on avait perdu le premier match en Coupe du Monde en Corée contre le Sénégal. Donc vous jouez avec... vous n'avez plus de joker en fait. Donc c'est acquis tout double. C'est soit vous gagnez, vous continuez, vous espérez justement entretenir l'espoir, ou soit vous perdez, vous rentrez à la maison. Alors vous pensez, Sidney, qu'il existe le syndrome tenant du titre? On se rappelle, ils ont gagné le titre en 98, et puis après l'Euro en 2000, et puis on connaît la suite. Finalement, c'est la fin de l'équipe d'Espagne? Je sais pas, même si toutes les belles choses ont une fin, ça va bien s'arrêter un jour. Je leur souhaite que ça ne s'arrête pas comme ça, parce que ça reste quand même une équipe avec beaucoup de qualité. Maintenant, ce soir, ça va être un match à l'orgueil, à la vie, à la mort. J'espère que les Espagnols auront les ressources nécessaires, surtout le mental, parce que sur le terrain, je pense qu'ils peuvent le faire, même si physiquement, ils sont un peu moins bien. Ils sont moins bien, mais mentalement, s'ils arrivent à trouver cette petite force d'énergie pour leur permettre de passer la vitesse supérieure, et d'essayer au moins de ne pas hypothéquer leur chance de qualification. Francis Maroto, que se passe-t-il dans cette équipe espagnole? Vous qui connaissez bien le football espagnol, est-ce que c'est une équipe vieillissante? Votre analyse? Alors, ce qu'a dit, c'est très important ce qu'a dit Emmanuel, ils sont au bout du rouleau. Ils ont été quand même, la plupart de ces joueurs sont allés pratiquement jusqu'en finale de la Ligue des Champions, ils sont fatigués. Les adversaires connaissent parfaitement leur jeu, ils ont décrypté. Et je pense qu'ils sont tombés dans un travers que Luis Aragonés, qui leur avait fait gagner leur deuxième championnat d'Europe, le premier de l'ère nouvelle, ils étaient moins dédaigneux, un peu moins fiers. C'est en 2008, là, à mon avis, ils les ont un peu pris de haut. Et puis, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Rappelez-vous, 2010, toutes les équipes sud-américaines, au premier tour, on s'est dit, mais c'est exceptionnel, elles sont toutes là. Et bien là, elles sont encore là. Et le Chili, avec des joueurs comme Alexis, des joueurs qui jouent en Angleterre, des joueurs qui jouent en Espagne, c'est pas une petite équipe, c'est une vraie équipe. Et Francis Grail l'a dit, ils sont pas loin de chez eux, ils connaissent le terrain. Je m'inquiète beaucoup pour cette équipe, pour les raisons qui viennent d'être invoquées, mais je rajouterai également que physiquement, c'est la donnée essentielle pour l'Espagne pour avoir un jeu fluide, technique, qui est basé à la fois sur la possession de balle, mais aussi sur le pressing à la perte du ballon. C'est deux choses qu'on n'a pas vues contre les Pays-Bas, c'est deux choses qu'on ne voit plus justement, c'est plus vraiment marquant dans l'équipe d'Espagne depuis leur défaite en finale Coupe des Confédérations. Donc à partir de ce constat-là, je dirais que cette équipe est très prenable, notamment face aux des Chiliens qui sont extrêmement rapides en contre-attaque, bien organisés défensivement. Alors justement, autre match, ce sont les Pays-Bas qui font leur retour aussi. Ils affrontent l'Australie ce soir. Alors a priori, les dés sont déjà jetés puisque les Pays-Bas ont fait une très bonne performance d'entrée de jeu. Qu'est-ce que vous en pensez, Sidney Govou ?
Oui, je pense qu'ils sont en super confiance, donc forcément, je les vois mal passer au travers de ce match, même si ça ne va pas être aussi facile que les gens le pensent. Je pense qu'en face, il y aura de la résistance. Et aussi, on connaît l'équipe des Pays-Bas qui, quelquefois, pêche par excès d'orgueil. Donc, après avoir gagné 5-1 face à l'Espagne, j'espère que ça va pas leur jouer des tours. Je pense que non. Eh bien, écoutez, merci à vous tous, messieurs, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, c'est la fin de cette émission. On se retrouve donc demain avec vous encore, bien sûr, et avec plaisir pour encore plus d'aventures sportives et de football. Merci d'avoir choisi notre chaîne. Restez avec nous, car l'info continue sur i24 News. La ciudad se llama Duke, Nuevo México el estado. Entre la gente mafiosa su fama se ha propagado, causa de una nueva droga.